femme va se lever, une femme occultiste. Alors, elle va inventer ce qu'on va appeler l'occultisme patriotique. C'est quelque chose de tout à fait étonnant que j'ai découvert en creusant, en étudiant la biographie de cette femme, le portrait de cette femme. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a deux cultures. Elle commence d'abord par être psychothérapeute à Londres. Vous connaissez particulièrement les thèses de l'inconscient de l'époque de Freud, de Jung également, d'Adler. Et puis, elle va devenir occultiste. Et puis, elle sera féministe. Et puis, elle sera écrivaine. C'est un personnage donc, qui a été masqué, on va dire, dans l'épaisseur du temps, par d'autres personnages, d'autres figures de l'occultisme de l'époque, notamment le célèbre Aleister Crowley. Et donc, cette femme, Jane Fortune, à partir, on va dire, des années 20, le jour, elle travaille dans un centre médico-psychologique à Londres. La nuit, elle fera des lectures de la société théosophique, elle rencontrera des ésotéristes, elle fréquentera des cercles occultistes. Donc on voit quelqu'un qui est entre l'université et ses confréries secrètes. Galloise, j'ai dit tout à l'heure, elle est née d'une famille aisée, on va dire, industrielle. Son prénom c'est alors Violet Mary First, et elle a pris le pseudo John Fortune. C'était la devise familiale. Deo not Fortuna, ça veut dire par Dieu et non la chance, plutôt Dieu plutôt que la chance. Elle va fréquenter très vite l'ordre rosicrucien, Alpha Omega. Elle va s'intéresser à l'aube dorée, la Golden Dawn de l'époque, société secrète londonienne de Londres, 1888 et l'année suivante. Elle va rôder autour de toutes ces confréries secrètes, mystérieuses, mais elle sera toujours un peu insatisfaite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle va considérer progressivement, à partir de ses 20 ans, que le pouvoir de l'esprit est déterminant, mieux que l'esprit peut jouer, influencer la matière. C'est ça sa grande idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quel a été le déclencheur? Comment une psychologue intégrée dans l'université anglaise va devenir occultiste? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va faire l'objet d'une attaque psychique. C'est ça le déclencheur. Enfin, ce qu'elle appelle une attaque psychique. Une manipulation mentale terrifiante, on pourrait dire aujourd'hui. Elle dit elle-même: j'avais des crises déprimantes d'épuisement. Elle travaillait dans une clinique et elle était soumise à une employeuse, son employeuse, qui la rejetait, qui insultait d'abord tout le personnel, qui harcelait le personnel, mais elle tout particulièrement, et qui créait des emprises. C'est-à-dire, elle la recevait dans son bureau, et puis elle lui expliquait qu'elle n'était pas très bonne, qu'elle ne travaillait pas, qu'elle était feignante, qu'elle ne réussirait jamais. Et progressivement, cette femme, Jane Fortune, va rentrer en dépression. C'est une expérience douloureuse qu'elle explique dans un livre, Autodéfense psychique. Le voilà, ce livre, qui est un livre fondamental pour comprendre comment fonctionne en fait la manipulation mentale. Alors, je cite, elle affirme que les attaques psychiques sont plus communes qu'on ne le pense. Le grand public n'a aucune notion de toutes les choses qui peuvent être accomplies par les gens qui connaissent les pouvoirs de l'esprit et qui se mettent à les exploiter. Et elle ajoute comme un avertissement dans ce livre:
vous pourriez être très surpris de voir que même vos voisins s'y ordonnent. En fait, on est dans les années 25-30. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette femme qui a donc vécu ce traumatisme, entrée en dépression, retournée chez ses parents, essaye de comprendre et s'aperçoit que la psychanalyse, la psychologie, la psychanalyse de l'époque lui donnait pas satisfaction, ne la guérissait pas. Alors elle s'est tournée, on va dire, vers des pratiques occultes. Voilà. En ce sens, c'est un destin intéressant, mais pas complètement occulte. Elle va mélanger un peu, on va dire, les pratiques de la psychanalyse et les pratiques de l'occulte. Et on va en tirer donc ce livre et toute une œuvre, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle ajoute ici, toujours dans ce livre, comment elle prend distance avec la psychothérapie officielle. Elle dit la chose suivante. Je compris que nous tenions ensemble un petit cercle de lumière projeté par une connaissance scientifique avisée, mais que nous étions environnés d'une vaste zone d'obscurité au sein de laquelle se mouvaient des forces obscures. Elle considère que la psychologie et même la psychanalyse, même les travaux sur l'inconscient, même les travaux de Jung sur l'inconscient collectif ne sont pas suffisants. Qu'il y a des forces obscures, qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir un pouvoir de puissance, voire de nuisance sur les autres, en dehors des pratiques classiques. Alors, donc déçue par la psychanalyse, elle va se tourner donc vers l'occultisme, et elle va retrouver la santé. Alors elle raconte, c'est un épisode intéressant parce qu'elle rentre dans la Stella Matudina, où en espace d'1 heure de cérémonie, ce qui peut paraître curieux, ce qui peut être vraiment curieux, elle dit « Je ressentis un changement qui sera la première étape de la fin de ma guérison. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce manuel autodéfense psychique est un manuel toujours d'actualité. Je vous conseille de le feuilleter ou de le lire même. En fait, il est destiné à prévenir ce qu'on pourrait dire des manipulations mentales, des pratiques qu'on aurait pu appeler il y a 300, 400 ans des pratiques de sorcellerie. Et alors, elle décrit très précisément comment prévenir donc toutes ces manipulations. Ça, on va dire, c'est une petite introduction pour montrer comment cette personne, jusqu'aux années 30, bascule de la psychologie, de la psychanalyse au monde occulte, qui n'était pas tendre, disons-le tout de suite, avec les femmes, puisque c'était un monde, comme on le sait, dominé, pas complètement, mais dominé quand même aussi par les hommes. Et alors, elle dit un moment, écoutez ça parce que c'est intéressant, c'est une des bases certainement de l'occultisme. Quand nous pensons à une personne, nous sommes en contact avec cette personne. Quand nous la visualisons clairement, c'est comme si nous étions en face d'elle, même si on est très loin d'elle. Et alors elle ajoute toujours dans ce livre, étant dans le voisinage mental d'une personne, nous pouvons créer une ambiance psychique en nous concentrant de façon suivie sur certaines idées auxquelles elle est sensible. C'est sur cette base de cette technique, c'est pour ça que je vous en parle, de visualisation à distance, qu'elle va mettre en place la bataille magique d'Angleterre avec son groupe, la confrérie de la lumière intérieure. Alors, ici, nous avons un livre, c'est intéressant, La doctrine cosmique, c'est un de ces textes qui est fondateur de sa pensée, de sa philosophie, de sa doctrine occulte. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va inventer ce qu'elle a appelé la médiumnité inspirée par rapport à la médiumnité automatique, enfin bref, ce qu'elle dit, si vous voulez, c'est que pour capter les énergies qui viendraient aider les individus, les gens en difficulté,
il faut se connecter, dit-elle, à un ange, à une entité maîtresse. Ça revient souvent, ça, les maîtres inspirés, les maîtres cachés. On sent là, évidemment, l'influence de la théosophie de Madame Blavatsky, qui a été une des grandes figures de l'occultisme de la fin du XIXe siècle. Alors, tout en fouillant, tout en brossant, tout en travaillant sur John Fortune, j'ai lu quelques livres, et voilà ce que j'ai trouvé dans un livre des années 2000, d'un Américain, Dave Evans, et lui il dit qu'en fait, John Fortune savait utiliser la plupart des formes de pratiques occultes et de mancie telles que, et je cite, les techniques de channeling, création d'entités de formes pensées, induction de transe, méditation guidée, visualisation de pentagrammes, protecteurs, sphère blanche, auto-hypnose, méthode ascétique, analyse de rêves visionnaires, exercice respiratoire, la vision à distance encore et le développement de contacts psychiques. Voilà le support, voilà l'ambiance dans laquelle vivait John Fortune, qui va avoir une vie familiale, sexuelle. Elle va se marier avec Penny Evans. Elle va créer une fraternité, la fraternité de la lumière intérieure. Elle va écrire un certain nombre de livres, notamment La Cabelle mystique, où elle revient sur la tradition ésotérique occidentale. Elle va creuser, elle va s'installer avec sa fraternité au centre de Londres, et elle va rencontrer un certain nombre de succès. Elle va même donc avoir une revue qui aura donc une audience assez intéressante avant les années 40. Juste j'ajouterai quelque chose, elle était à Londres et en même temps elle allait souvent à Glastonbury, et ça c'est intéressant de savoir ça pour ceux qui aiment les thèses du Graal, le monde des chevaliers de la table ronde, la quête du Graal. Elle considérait que le site de Glastonbury était un site druidique et que c'était ce qu'elle appelait la Jérusalem occidentale. Voilà ce qu'elle dit. Alors, j'ajouterai juste, avant d'aborder notre sujet, la bataille magique, j'ajouterai quand même, et j'y tiens, que c'est une écrivaine, elle a écrit des romans, elle a écrit des essais qui ont un certain succès, et c'était ce qu'on appelle également une féministe spiritualiste. Alors qu'est-ce que c'est une féministe spiritualiste? Féministe spiritualiste, j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai lu en anglais, ces livres, pas toujours facile. Elle considérait, si vous voulez, qu'il y a une égalité homme-femme, ça c'était pour elle acté, mais de façon beaucoup plus large que dans le monde matériel et temporel. En fait, elle considérait qu'il y avait un féminisme spirituel. Et elle disait que la femme était un archétype, que la femme est une déesse. L'homme est un dieu, la femme est une déesse. Et elle contestait la notion de Dieu, Dieu étant un mâle. Donc elle disait non, face au mâle, il y a la déesse. Il n'y a pas un Dieu comme ça, ex machina, qui donnerait des ordres. Il y a aussi une femme, la déesse, et des déesses. Ce sens, elle était un peu panthéiste, bien entendu. Et elle se référait donc à cet archétype, et elle considérait que si les luttes féministes devaient s'affirmer dans l'égalité des salaires, l'égalité de traitement, ça devait également se fonder sur une égalité plus profonde, plus profonde, oui, c'est une égalité spirituelle, pour que les énergies, disait-elle, masculines et féminines, puissent se retrouver par les symboles, l'alliance d'Isis et d'Osiris. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces romans expliquent, elle écrit des romans pour expliquer ce féminisme spirituel, et notamment un livre qui est un roman fantastique,
magnifique, La prêtresse des mers, où on voit une femme archétypale qui, une sorte de Morgane contemporaine, et qui domine, en fin de compte, les calamités, les éléments, la mer, les hommes. Voilà, c'est en ce sens-là qu'on peut dire que cette femme, Diane Fortune, juste avant 1939, était une grande femme, moins connue encore, comme je le dis, comme plein d'autres personnages en histoire. Alors, venons-en à la bataille magique d'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'elle c'est? Mais écoutez, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai découvert un pan de notre histoire souterraine, bien entendu. Dès octobre 1939, Diane Fortune et ses disciples de la fraternité, 200 à 300 personnes, vont mettre en place un plan d'action occulte contre l'ennemi allemand qui menaçait la Grande-Bretagne. Et en fait, c'est une bataille psychique que ce groupe va lancer contre les nazis, les dignitaires nazis, l'armée allemande nazie. La méthode, on peut résumer sa méthode par une forme de télépathie magique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vision à distance, travail à distance. Elle va mettre un protocole, on va voir les lettres qu'elle enverra à ses disciples. Et ce qui est intéressant, et on peut le dire tout de suite, c'est qu'un de ses biographes, Kenneth Knight, dans les années 80, qui a écrit La bataille magique d'Angleterre, va dire la chose suivante. Il va dire, dans la crise militaire avec l'Allemagne, Diane Fortune, je cite, avait contribué à maintenir la force et la résilience de l'esprit de la nation. C'est quelqu'un qui va venir aider, en quelque sorte, s'adosser à la volonté militaire de Churchill de lutter contre la guerre. N'oublions pas que nous sommes à une époque où les Anglais subissent le Blitz. Ce sont des batailles contre Stuka et Spitfire dans le ciel de Londres et des grandes villes. C'est la menace d'Hitler de détruire la Grande-Bretagne après la défaite de Dunkerque. Donc les Anglais sont dans un stress colossal. Et voilà que cette femme, peu connue, va décider à distance, en quelque sorte, d'envoûter les nazis. C'est quelque chose qui m'a frappé. Alors, et donc participer à l'esprit de résilience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, voilà. Elle va envoyer à ses disciples pendant 3 ans, d'octobre 1939 à octobre 1942, une série de lettres hebdomadaires, de près 123, enfin il y en a 123, 124. Plus tard, à partir d'octobre 42, des lettres mensuelles, 19 au total, jusqu'en juin 44. Pourquoi moins après? Pourquoi des lettres hebdomadaires dans un premier temps, des lettres mensuelles dans un second temps? Parce que la guerre continue, des privations, le papier manque, et donc elle-même, elle doit écrire des lettres, mais non pas hebdomadaires, mais mensuelles. Elle est victime également de la crise qui frappe la Grande-Bretagne. Alors, on va voir de quoi parle ces lettres. On va voir de quoi parle. Que voulez-vous écouter ça? N'est-ce pas bon? Ces lettres décrivent une série de méditations magiques à réaliser tous les dimanches, et ça c'est intéressant, à partir de techniques de protection et de visualisation à distance. Alors c'est une expérience magique, une expérience spirituelle unique, et qui pose la question, ça peut nous poser ça, vraiment à nous aussi, c'est des questions. Comment le pouvoir de l'esprit peut agiter, transformer la matière? Alors, il y a 3 grandes idées. Diane Fortune, je les résume.
La volonté collective peut influencer la distance. Là, on retrouve un peu l'influence des théosophes et de Jung. Cette influence, la deuxième idée, cette influence à distance crée ce qu'elle va appeler un égrégore. Ah, l'égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de groupe, c'est une âme groupe. Ici, nous tous, ici, on forme un égrégore si on voulait être relié par des forces de l'esprit. On ne le fait pas, parce que tout à l'heure, Jocelyn nous a expliqué que nous étions peut-être tous hyper individualistes. Elle a dit non, relions-nous, faisons en sorte de se connecter. Donc, mettre en place une lutte mentale par l'égrégore, créer un égrégore positif contre l'égrégore négatif nazi. Vous voyez, imaginez, c'est une bataille psychique qu'elle va lancer. Et la troisième grande idée de John Fortune, eh bien, cet égrégore peut se créer par des rituels simples. Ici, ce sont des méditations. Allons dans le cœur du sujet. Elle écrit, elle met en place, et notamment on le lit dans l'introduction de Magical Battle of England, ce qu'on appelle un occultisme patriotique, un principe d'occultisme patriotique. Alors, dans sa première lettre, il écrivait ses lettres toutes les semaines qu'elle envoyait à ses amis, à ses membres de la confrérie à travers tout le Royaume-Uni. Elle les postait le mercredi pour que les gens puissent la lire au même moment le dimanche entre 12h15 et 12h30, ou des fois ça passait jusqu'à 12h45. Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette lettre du 8 octobre 1939? Elle développe un principe, le principe d'une armée psychique, tout à fait étonnant. Mais là, voici ce qu'elle dit. L'âme de groupe d'une nation est bien plus qu'un centre de stabilité. C'est une source d'énergie dynamique, inépuisable, et nous, en tant qu'individus, pouvons agir dessus. Nous le faisons inconsciemment dans tous les cas, mais nous pouvons aussi le faire consciemment et délibérément et à des fins spécifiques. C'est ce qu'elle va demander aux membres de sa confrérie. En fait, dans beaucoup de ses lettres, elle va dire qu'elle défend le bien commun du peuple anglais contre les nazis. Elle ajoute toujours dans sa première lettre du 8 octobre 1939 qu'il faut lire l'âme du groupe d'une nation est bien plus qu'un centre de stabilité. Alors, vous voyez, John Fortune est installée à Londres. Elle fait de son sanctuaire, en plein centre de Londres, un centre psychique. Elle met en place un protocole qu'on va voir. Elle explique notamment dans une lettre, numéro 70, du 27 avril 1941, elle explique le travail. Nous travaillons en inoculant le subconscient collectif de la nation avec certaines idées archétypales qui nous ont été communiquées au cours de notre méditation de groupe. Et toujours dans cette lettre du numéro 70, nous avons été engagés dans la création d'un mythe qui, par sa nature, est en harmonie avec notre tradition nationale. Nous pouvons défendre le Royaume-Uni. Voilà le nous donc évoque ici l'ensemble des égrégores représentés par l'ensemble des membres de sa confrérie, mais les eux-mêmes. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ajouter, c'est que elle fait des lettres, donc numéro 119, dans le numéro 70, 71, 72, on va pas évoquer toutes ces lettres parce que c'est intéressant. Je répète, elle les écrit le mercredi à l'époque, le mercredi de Londres, et les membres de sa confrérie qui sont installés dans d'autres villes reçoivent, ont pour mission de ne pas ouvrir le courrier, l'ouvrir juste à midi 15, le dimanche,
et de lire ces lettres-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres? Eh bien, c'est assez intéressant puisque à chaque fois, elle évoquait un événement de la guerre. L'entrée des troupes allemandes en Pologne, la chute de l'armée française, l'entrée en guerre de l'armée allemande contre l'Union soviétique. À chaque fois, elle dit qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire face à ces puissances du mal, dit-elle. Eh bien, elle donne les recettes. Elle dit ben voilà, on va penser, on va réfléchir, on va se mettre en cercle et on va tous penser au même moment la même chose. C'est assez intéressant. L'idée, c'est de créer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle a expliqué un vortex. C'est-à-dire au même moment, 300 personnes, 400, des fois ça a été jusqu'à 1000, vont penser la même chose. Et elle va donner des consignes dans ses lettres. Et par exemple, on va voir les détails, visualiser à distance. Et là, c'est très technique. La situation des sous-marins allemands, la situation des mines que les Allemands ont posées, la situation géographique des dignitaires nazis, savoir où ils sont, pénétrer même dans leur chambre à coucher pour les inviter à distance. Voyez-vous, c'est assez curieux cette façon de se mettre en place, ce qu'elle a appelé un courant, ce qu'on a appelé donc un courant de force qui se déplace dans l'espace. Donc dans chaque lettre, il y a des éléments très très différents. Et alors, voici une lettre, numéro 58, du 26 janvier 1941. Elle prend comme exemple la destruction d'avions ennemis. Nous ne devons jamais penser aux avions comme étant en couche. Écoutez bien, c'est un peu technique. L'une au-dessus de l'autre, une couche juste au-dessus de l'autre, c'est-à-dire en escadrille, dit-elle, mais comme interpénétrant et construit dans la substance de l'autre, de sorte que si l'on brise la substance d'un avion, l'ensemble se désintègre. Elle considère qu'une escadrille d'avions, il ne faut pas visualiser un avion pour le détruire, mais le concept d'escadrille, le détruire, sorte de boule lumineuse, de boule d'énergie. On détruit ce groupe escadrille et l'ensemble de l'escadrille s'écrase. Vous voyez, alors des fois c'est dans un langage ésotérique, je ne vous ai pas cité des passages qui sont souvent un peu obscurs. Moi-même, je ne comprends pas grand-chose, enfin, je ne sais pas si ses disciples comprenaient, mais en tous les cas, des fois, il y a des passages très lumineux ainsi. Et vous allez voir la suite. Alors, je me suis posé cette question, mais d'où sont venues ces idées? C'est quoi l'origine de ces méditations psychiques? En fait, c'est une vraie question. Et elle donne quelques pistes dans ses lettres, puisqu'elle cite deux grandes sources, Ignace de Loyola, j'y arriverai, et les méthodes tibétaines. Bien, écoutez, c'est intéressant parce que Ignace de Loyola, qui est donc le fondateur des Jésuites, la compagnie jésuite, a écrit, je vous conseille de lire ça, des exercices spirituels et une sorte de journal de prière et de méditation. C'est un texte très simple, dans lequel ce prêtre explique comment il peut prier, c'est tout, mais comment il faut également prier, dans quelle position il faut se mettre, et c'est lui qui crée la vision à distance. C'est lui qui dit on peut influencer la matière par l'esprit, par la prière, même sans faire référence, dit-il, à Dieu. C'est intéressant, donc elle s'inspire de cet homme, de ces textes, qui sont des leçons assez claires, assez faciles. Puis la deuxième source, c'est la source tibétaine. Elle intègre dans sa méditation très précisément le calme mental. C'est-à-dire il faut se situer, si vous voulez, être dans un endroit clos, fermer les volets, fermer les rideaux, faire en sorte qu'on est dans le calme, qu'il n'y ait personne, pas de cris, pas de conversation. C'est donc midi 15, et on médite tous en même temps. On médite, on visualise où sont les sous-marins allemands dans la mer Baltique. Voilà une question très simple. Et tout le monde essaie de visualiser
visualiser les avions dans la mer Baltique et à distance essayer de les détruire. Ça peut faire sourire, je sais. Bon. Mais en tous les cas, ils l'ont fait. Ils ont essayé de pratiquer ces instructions de méditation. Alors, quand on lit ces lettres, quand on lit l'introduction, et dans l'introduction, il y a un protocole, mais alors extrêmement précis, ça m'a vraiment surpris, qu'elle appelle instruction de méditation, pour se lancer dans cette fameuse bataille magique. Alors, il y en a 7, je ne vais pas les détailler, mais ce protocole est divisé en 7 étapes. Les disciples doivent obéir à ce rituel. Vous avez la lettre, et en même temps, il faut obéir à un rituel. Le premier rituel, la première étape, c'est très loin. Alors, c'est très loin de notre vie. C'est très très loin. Vous allez voir. Elle dit la chose suivante. Après avoir étudié la lettre, exemple, situons où se trouvent les sous-marins allemands dans la mer Baltique. Asseyez-vous si possible dans un endroit très calme, faiblement éclairé, à l'abri des perturbations, face à l'ombre, assis dans une telle attitude que vos pieds sont ensemble et vos mains jointes. Et là, elle ajoute la chose suivante. On sent l'influence tibétaine, si vous voulez, des moines tibétains tout au moins. Respirez lentement, sans effort. C'est très précis. Elle explique. Inspirez, expirez. Inspirez, une pause, expirez. Et les disciples obéissaient, respectaient ce rituel avant de commencer à lire la lettre. Ils se mettaient en calme mental. C'est très important, on va dire la relaxation, on va parler simple, relaxation équilibrée. La deuxième étape, c'est commencer la méditation psychique, donc pour créer ce vortex, cet égrégore, en pensant au sujet, au travail de la semaine. Elle expliquait, elle disait, c'est un travail, c'est un travail. Alors, les gens lisent la lettre, ça y est, ils sont prêts, ils sont tout seuls dans un coin, assis, chez eux, et ils réalisent donc les implications spirituelles. Mais, comment vous dire, peut-être certains font du yoga, certains font de la méditation, on n'est pas dans le raisonnement, on se laisse aller et on laisse arriver les images. L'idée c'est ça, laissons arriver les images. Et justement la troisième étape, c'est les images qui arrivent, et là il faut écouter mentalement ces images. On va essayer de travailler. Alors c'est très simple, hein. Quelles images? La situation des troupes allemandes en Russie, l'avancée des troupes allemandes en Russie, par exemple. Voilà. Bon. Est-ce que les images arrivaient? C'est une question qu'on va se poser évidemment après. Ça, j'en sais rien. Je veux dire, franchement, j'en sais rien. En tout cas, c'était ce qu'elle voulait que ses disciples fassent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, à partir du moment qu'on avait ces images-là, l'idée, c'est la quatrième étape, de les renvoyer, de créer une sorte de vortex, comme j'ai dit tout à l'heure, d'œuf d'énergie. Et cet œuf d'énergie, vous allez voir tout à l'heure, avec les patrouilles angéliques, devait filer et lutter et casser, pourquoi pas, une avancée de l'ennemi allemand sur un tel ou tel front. La cinquième étape, c'est justement de réaliser, de se sentir bien, de comprendre qu'on est dans un bien commun, qu'on est dans la résilience, qu'on est dans l'âme groupe, qu'on a créé enfin cet égrégore. Ensuite, vous avez la sixième étape. Alors, la sixième étape, il s'agit de transposer tout ce travail sur une semaine. Dire, ben voilà, demain je le ferai, je vais travailler, je vais faire des courses, mais j'achète des volailles, j'achète, il n'y en a pas beaucoup, enfin des légumes, et je pense à ce vortex
vortex. Je pense à ces images que nous avons tous envoyées au même moment. La 7e étape, si vous voulez le faire, n'oubliez jamais ça, il faut dire c'est fini. Et on répète, c'est fini. Il faut toujours clore la méditation. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que pour John Fortune, c'était un travail d'équipe, un travail psychique d'équipe. C'est très original. Il n'y a pas eu beaucoup de batailles psychiques comme ça dans l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode va donc s'appuyer, et ça c'est intéressant, dans certaines de ces lettres, elle va aller encore plus précisément dans le détail, elle va s'appuyer sur ces fameuses patrouilles angéliques. Plusieurs fois, la formule va revenir, patrouille angélique. Elle voudra créer ce qu'elle appelle une armée de soldats psychiques. Je lis dans une lettre, la lettre numéro 15 du 28 janvier 1940. Les Allemands n'ont pas encore enfoncé la lune magique, je vous rappelle ce point d'histoire. Et elle guide ses partisans dans une défense active du Royaume-Uni, qui était déjà menacé, évidemment. Et voici ce qu'elle dit. Méditons des présences angéliques, vêtus de rouge et armés, patrouillant sur toute la longueur de notre terre, visualisez une carte de la Grande-Bretagne et imaginez ces grandes présences se déplaçant comme une vaste forme d'ombre le long des côtes et en avant et en arrière, du nord au sud et d'est en ouest, faisant la garde et la surveillance. Elle dit il faut en même temps créer des soldats psychiques qui garderaient les côtes du Royaume-Uni. Je répète, ça peut nous faire sourire aujourd'hui. N'empêche que cette historique, elle a fait ces choses-là avec ses disciples de sa fraternité de la lumière intérieure. Alors, ce qu'elle disait, c'est que, on imagine, cette armée psychique patrouillant la côte britannique, armée psychique invisible, une armée de soldats invisibles gardant la côte. Bon, ça n'a pas empêché, vous me direz, la défaite de la bataille de Dunkerque. Non, ça n'a pas empêché la défaite de la bataille de Dunkerque. Très bien. Ça, s'il faut le dire, vous le répétez toujours. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces lettres, elle exhortait les membres de sa fraternité à répéter des mantras chaque fois que l'aviation allemande bombardait la Grande-Bretagne. Et donc, elle espérait que cette armée psychique allait protéger la Grande-Bretagne. Voilà son idée. Et dans une lettre, la lettre numéro 25, du 21 avril 1940, on se rapproche de la grande défaite des Alliés. Il est fait encore allusion donc à cette patrouille angélique. Je cite, « Alors que la guerre entre dans sa phase active, nous devons continuer à surveiller et garder les voies astrales. Concentrez-vous sur la patrouille angélique de nos côtes. » Donc elle maintenait, si vous voulez, qu'il y avait une patrouille angélique qui protégeait quelque part les côtes anglaises de l'invasion allemande qui était prévue dans les plans, etc. Et alors elle ajoute une chose, et ça c'est intéressant, ceux qui ont le goût de l'aventure psychique, dit-elle, pourraient obtenir une carte très importante, ou marquer sur une carte la longue ligne des champs de mines qui vont de l'extrême nord sur la côte de la Norvège. Comme je lui ai déjà dit dans un premier temps, dans sa doctrine cosmique, dans tous ses textes occultes, elle considère qu'il ne faut pas s'appuyer sur des idées vagues, qu'il faut visualiser au cours de sa méditation psychique un objet, une ville, un point, un homme, une femme,
etc. Donc c'est très concret, c'est une visualisation objective. Et alors, donc voilà ce qu'elle dit. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que elle avait ces attaques, parce qu'on va dire que ce sont des attaques astrales, revenir de plus en plus sophistiquées. Voilà. Donc, ces attaques, elle appelait ça des attaques rituelles magiques. Et alors, elle voyait son groupe de la confrérie de la lumière intérieure, armé d'épées, de torches enflammées, vous voyez, entrant dans la chambre à coucher d'Adolf Hitler, de Rainer Heinrich, Hermann Himmler, donc Hermann Göring, Heinrich Himmler, elle les voyait et elle disait allez-y, pensez à ça, tout le monde, 300, 400 personnes, pour faire en sorte, c'est assez intéressant, pour faire en sorte, et je la cite, pour faire en sorte qu'ils changent de comportement, qu'ils aillent vers le bien plutôt que le mal. C'est-à-dire, elle avait un fond quand même de guérison, quelque part, elle ne voulait pas leur mort, si vous voulez. Quand Rainer Heinrich sera exécuté en Tchécoslovaquie, qui était le voyateur de Tchécoslovaquie, elle va l'évoquer. Et elle dit carrément, est-ce que c'est nous qui avons provoqué ça? Bon, c'est bien, c'est des partisans, bon, ça a été fait. Mais peut-être a-t-elle joué 2% sur la chose, sur cet attentat-là. On n'en sait rien, tout au moins, elle évoque. Et elle s'attaquait tout particulièrement à Hitler, parce qu'elle considérait qu'Hitler était un homme occulte, et qu'il fallait le détruire par des forces occultes autant que des forces militaires classiques. Voilà ce qu'elle disait. Donc il y a plusieurs lettres comme ça, notamment la lettre du 16 juin 1942, etc. Et qu'elle pensait qu'on pouvait lutter contre le nazisme de façon, on va dire, militaire et en même temps astrale. Ça, c'était son idée. Et si vous voulez, elle pensait que la bataille d'Angleterre, donc c'est l'objet de cette conférence, devait être à la fois militaire mais en même temps logique. Elle y croyait fortement. D'ailleurs, elle va s'épuiser à ça. Elle va mourir juste après la fin de la guerre. Donc, pour elle, si vous voulez, envoyer des messages télépathiques, c'était interférer sur les décisions des dirigeants nazis. Bon, ça va très loin. Hein. Elle considère donc que son âme groupe de la fraternité de lumière intérieure va pouvoir interférer, va pouvoir influencer les décisions des nazis à travers un vortex, à travers un égrégore qu'ils auraient créé en pensant tous la même chose au même moment, le dimanche, etc. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et bon, alors ce qui s'est passé, c'est que, le quartier général de Jane Fortune à Place de Londres est bombardé. Son sanctuaire est détruit par l'armée allemande. Et donc là, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on va passer de lettres hebdomadaires à des lettres plutôt mensuelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus il manque de papier, etc. Donc quand même, on est soumis à ces catastrophes, à ces privations, à la situation de guerre. Ce qui est intéressant, c'est que à la même époque, Churchill va laisser faire à Londres un mystique, Tudor Wesley Powell, qui va instituer la minute silencieuse. Ça participe un peu du même effet. Qu'est-ce que ça veut dire, la minute silencieuse? À 9h, tous les soirs, Big Ben va s'arrêter pendant un certain nombre de temps. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis qu'en fin de compte, on voit que, notamment Churchill et les autres, ils étaient engagés dans une bataille politique, diplomatique, militaire, bien entendu, que nous connaissons, mais qu'en même temps, pourquoi ne pas laisser faire les méditations psychiques? Pourquoi ne laissons pas faire les forces magiques pour nous aider? Ça ne sera pas plus mal que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va s'épuiser, elle va s'épuiser avec ses méditations psychiques. Il y a un véritable enthousiasme de la part de ses disciples et même des
affichait de grands titres dans les journaux. Et donc elle va mourir, ça va jouer sur sa santé, et sa santé déclinant, elle va mourir en fin de compte, elle meurt de leucémie, c'est ça qui a été diagnostiqué, en janvier 1946, donc à l'âge de 55 ans, donc juste après la fin de la guerre, et elle sera enterrée donc à Glastonbury. Je crois que ses cendres sont là-bas, enfin, vous avez sans doute vu tout à l'heure sa tombe. Alors, ce qu'on peut se poser comme question légitime, que je me suis posé, que vous pouvez vous poser, mais tout ça pourquoi? Est-ce que c'est du flan? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça marche? Alors, le retour sur l'expérience, alors, voilà la première réponse. Dans une lettre donc, du numéro 123, une des dernières hebdomadaires, du 5 juillet 1942, John Fortune rappelle les missions de la bataille magique d'Angleterre. Et la première mission est intéressante. Nous avons travaillé sur le moral des masses. Nous avons travaillé sur le besoin des leaders et sur les attaques psychiques contre notre morale. On voit bien qu'elle a fait, elle a mis en place ce qu'elle a. Il fallait quand même avoir une bonne analyse, on va dire, diplomatique sur la question. Je vous signale qu'à l'époque, Churchill n'est pas encore, le 10 mai 1940, Premier ministre, et qu'il annonce du sang, des larmes et de la sueur, en tant que Premier ministre. Il est nommé juste à ce moment-là. Donc 15 jours, 3 semaines avant, elle annonce ça. Elle annonce une grande défaite de l'armée anglaise. Ils prévoient, on va dire ça, la mort de Reinhard Heydrich. Bon, mais est-ce qu'ils ont fait reculer les nazis? Bon, alors évidemment, les nazis ne sont pas rentrés en Grande-Bretagne, vous voyez. Mais c'est dû à l'effort de guerre, certainement. Est-ce que c'est dû à cet effort psychique, magique, de la bataille magique des amis de John Fortune et de ses manipulations psychiques? On peut s'interroger, on peut mettre ça comme hypothèse, on n'en sait rien. Nous sommes pétris, vous, moi, bien sûr, de rationalisme, et c'est tout à fait normal. Mais en fin de compte, tout à l'heure, on a bien entendu le conférencier précédent qui nous expliquait qu'il pouvait y avoir une convergence entre la spiritualité et la science. Ici, on est loin. Ici, on va dire qu'on est dans une spiritualité appliquée. Voilà. Bon. Voilà un peu les questions que je me suis posées, moi. Et autour de son engagement, de son engagement important, de cette femme. Vous voyez, quand elle écrit ça, elle est encore jeune. C'est une femme, on sent un caractère puissant. Elle a lutté contre les préjugés de son époque. J'ai expliqué tout à l'heure comment elle était féministe. Préjugés contre les forces mentales. Aujourd'hui, on ne nie pas qu'on peut avoir des intuitions en psychologie. Donc, vous voyez, était-elle en avance? Sans doute un peu. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a voulu sauver son peuple de la menace nazie. C'est peu connu, cette expérience. Alors, on continue, si vous voulez, à se poser la question, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un héritage? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va annoncer le nouvel âge. Bon, tout à l'heure, mon prédécesseur expliquait le New Age, etc. N'ayons pas peur. Ne boudons pas le New Age. Voilà. Tout ça, c'est une grande formule. Bon. L'idée, c'est qu'il y aurait, on pourrait avoir des connexions avec, entre nous, de façon télépathique, des visions à distance, des connexions avec les arbres, parce que c'est une femme qui va, à partir des fin des années 30, basculer d'un occultisme, d'un ésotérisme occidental, un peu classique, à un néopanthéisme, on va dire, c'est-à-dire le culte de la nature. Voyez-vous, on n'était pas écologique, mais et donc elle explique que l'ère de Verseau arrive. Elle évoque qu'il va y avoir des changements brutaux dans l'organisation on va dire, économique, politique, sociologique. Bon, elle a vu peut-être des choses
qui se faisaient, qui vont se faire. Hein. Philosophe Simone Veil a vu ça, Hannah Arendt aussi, bon voilà. Mais elle l'a vu aussi, et en même temps elle a fait une interprétation plutôt magique. Et donc, c'est assez intéressant, donc elle dit, et c'est intéressant parce qu'elle dit une chose, la fraternité de la lumière intérieure dans son enseignement concernant la politique, parce qu'elle aborde des questions politiques aussi, énonce des principes basés sur la loi cosmique. Nous affirmons le principe, mais nous ne disons pas que tel ou tel parti est leur représentant. Elle ne s'engage pas politiquement. Hein, d'accord? Donc ça aussi, il faut quand même le voir. Bon, alors quel est son héritage? Son héritage, c'est que la société, la fraternité de la lumière intérieure existe toujours, à Londres, à Glastonbury, à Londres, que ces principes de culte de la déesse mère ont influencé les nouveaux mouvements néo-païens en Europe et dans le monde entier. Voilà un peu son héritage. Son héritage de John Fortune et je pense c'est quelque chose à militer, certainement à creuser, ces notions de féminisme spirituel qui accompagnent les luttes des femmes dans leur quotidienneté. C'est aussi intéressant à savoir que c'est une des premières à l'avoir mis en place, à l'avoir déposé. C'est-à-dire que voilà une femme, comme je l'ai dit au tout début, qui est à la fois psychologue, occultiste, féministe, écrivaine, politique, puisqu'elle va quand même lancer une bataille, qu'on appelle la bataille magique d'Angleterre contre les nazis. Voilà une femme qui méritait, pour moi, d'être ressortie aujourd'hui des ténèbres du passé. Voilà, merci. Oui, donc, en fait, les nazis, ils ont eu aussi une grande partie de leur pouvoir sur des processus magiques liés à des sociétés secrètes. Oui. Donc, par exemple, il y avait la médium Maria Orsic liée à la société du Vril. Oui. Et puis, Churchill était aussi lié au mage à l'esprit. Druide. Il a été druide, hein. Premier ministre anglais est druide. Mais ça, c'est pas lié. Il est druide automatiquement. Les nazis, dans les années 30, ils avaient fait aussi des expéditions au Tibet, etc. Donc, en fait, il y a l'hypothèse que la force des nazis, enfin, la puissance, etc., parce que c'est comme un billet en 1929 est aussi lié à des choses, entre guillemets, un petit peu occultes, magiques et ténébreuses. Écoutez, là, il y a eu beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'analyses sur cette question-là. Hein. Si ça a joué, c'est peut-être joué en 2-3%, mais la force des nazis, c'est des stratégies militaires, c'est l'unité d'un peuple autour d'un chef charismatique, certes qui était influencé par les théories occultes, c'est ça que vous voulez dire. Mais quand les Panzers sont rentrés en France, c'est pas des forces magiques, hein, ça a été clair. Hein, l'exode en France, ça a été très précis. Alors est-ce que derrière il y a eu cette influence-là? Moi j'en sais rien. C'est aussi l'hypothèse de Berger avec les matériaux. Peut-être. Mais moi, si vous voulez, là, je reste prudent. Moi, je reste à l'évocation de cette femme qui est peu connue et qui a travaillé sur la lutte contre les nazis en Grande-Bretagne, adossée donc à la lutte classique des Anglais, de Churchill, le gouvernement anglais. Voilà. Mais c'est un événement peu connu. C'est un peu ça qui m'a plu d'évoquer avec vous cet après-midi, cet événement peu connu de cette femme et de sa confrérie, hein, de la lumière intérieure, c'est la notion de est-ce que la pensée, est-ce que l'esprit peut avoir un pouvoir sur la matière? Voilà, c'est la vraie question. Alors aujourd'hui, les neurosciences travaillent là-dessus, la parapsychologie, quantité de domaines traitent de ces questions-là. Voilà. Mais elle, c'est
c'est une des leaders, une des pionnières en la matière, quoi. Et elle a appliqué un épisode historique grave qui a quand même touché la Grande-Bretagne pendant 4 ans. Et donc, elle voulait vraiment... Elle était patriote. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'elle a appelé l'occultisme patriotique. C'est ça que j'ai aimé, quoi. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, on avance. Ouais, enfin, je voudrais pas... Non, j'en ai pour 3 quarts d'heure, ça ira. Merci Claude, évidemment, c'était important parce que personne ne parle de Diane Fortune, c'est quelqu'un de très important, et il faudrait évidemment dans le même temps parler de la Golden Dawn, parce qu'il se trouve que c'est elle qui crée ce nouveau rameau de la secte, la Matutina. Hein. Oui. Donc elle ne se retrouve pas dans ce mouvement, c'est elle qui le crée. Et c'est très important par rapport à Aleister Crowley. Hein. Alors il faudrait parler de ça, mais là on parle... Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'elle, c'était une femme qui avait un caractère puissant, elle était femme, donc elle devait lutter à la fois contre les préjugés de l'époque, certainement, moi je vois ça très bien comme ça, et en même temps elle avait ce sens patriotique, surtout après 1939, pour... j'ai pas fini. Voilà, moi Attends, non, j'ai pas fini là-dessus, parce que bon, j'ai beaucoup travaillé sur la Golden Dawn. Or, il se trouve que une des grandes tendances tout à fait nouvelles de la Golden Dawn, qui est certainement le mouvement le plus important de la fin du 19e siècle en termes symboliques, ésotériques, mystiques et tout ce qu'on veut, c'est que vraiment le féminisme va être associé à la recherche de l'occulte, mais d'une manière prodigieuse. C'est-à-dire qu'il y a une majorité féminine au sein de la Golden Dawn. Ça, c'est très nouveau dans l'histoire de l'occultisme. Il faut bien le dire. Alors, pour prolonger la question éternelle de l'ésotérisme nazi, il est vrai que, il se trouve que là aussi, j'ai pas mal écrit là-dessus, je fais même un cours là-dessus. On fait très bien, j'imagine. Mais non, je ne vais pas ramener ma science. Mais il est évident que si tu suggères que Diane Fortune peut lutter contre un ennemi par la force psychique, appelons cela la magie blanche pour aller vite. Oui. Bon, il est évident qu'on peut se poser la question de l'autre côté, c'est-à-dire est-ce que, en fin de compte, un ennemi de type, je ne sais pas, satanique, diabolique, appelons ça comme on veut, peut opérer le même mouvement de l'autre côté. Dès le moment où tu dis que Diane Fortune peut vraiment lutter contre cette influence, c'est évident que tu légitimes implicitement l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de magie noire, pourquoi pas d'origine nazie. Je suis très sceptique par rapport donc à cette notion d'ésotérisme nazi qui a été beaucoup trop amplifiée, mais je ne le nie pas non plus. Hein, mais c'est marginal. Mais un marginal qui peut tout de même être défendu. Hein. Mais je n'en dirai pas plus. Donc voilà, il y a deux forces qui s'opposent, magie blanche et magie noire. Elle avait des petits moyens. C'est pas si mal, parce qu'elle n'était peut-être pas la seule à le faire après tout. J'ai cherché, alors je pense qu'à cette époque-là, je crois que c'est quasiment la seule, mais quelqu'un m'a dit, j'attends un livre là-dessus, que pendant la guerre 14, il y avait eu un groupe nord de la France, ou du côté en Belgique, qui avait initié un peu ce type d'activité, mais pas aussi précis. Parce qu'ici, elle écrit un certain nombre de lettres et avec un protocole de méditation psychique très précis. Je vous conseille de faire de la méditation psychique, de visualiser vos propres. Attention, c'est un jeu dangereux. Attention, comme disait Conan Doyle, don't play with fire, il ne faut pas jouer avec le feu. Non, ne jouez pas avec le feu. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup. Oui.